clapier. Le clapier. À chaque fois tu replantes derrière. Non, pas chaque fois là, c'est parce que j'ai les plants qui sont juste là. Et que je fais, c'est un essai que je fais quoi. D'accord. Je fais rebouffer la prairie par les lapins. Je concentre un peu la bouffe en ramenant, tu sais, toutes les arrachages d'herbe, tout ce qui traîne dans le jardin, les tailles de vigne, les restes de légumes, plus les herbes arrachées. Je concentre un peu le temps qu'elle reste. Comme ça, en charge en crotte tu vois, en charge en crotte la parcelle. Puis en bonne crotte, puisque tu leur donnes à bouffer des plantes qui sont... Ben, c'est tout ce qui vient du jardin quoi. Ouais. Il y a zéro intrant en fait, il n'y a pas d'achat de foin ni rien quoi, c'est tous les déchets du jardin. Sur un endroit où il y avait une prairie. Donc du coup la terre a été structurée par les racines. Là à mon avis elle doit être surenrichie par la concentration des crottes, par l'apport de matière qui est transformé par le tube digestif. Du coup tu accélères vachement le turnover. C'est meilleur que du mulchage végétal, que si j'avais posé directement tous ces déchets sur le sol en fait. Il mettrait beaucoup plus longtemps à être assimilé. Certainement moins de qualité au niveau des microbiens. Et là on va voir ce que ça va faire les sols. C'est la première fois que je fais ça. C'est comme je suis en mode découverte du lapin. En fait ça me donne des idées au fur et à mesure que j'avance. J'avais pas pensé faire ça il y a un an, je pensais pas faire un truc comme ça quoi. Tu vois, quand j'ai pensé à faire les lapins, c'était pas ça que j'avais imaginé quoi. D'accord. Et du coup, c'est en voyant comment ça évoluait que je me suis dit ça peut faire une jolie planche ça. En fait. Ouais, non, effectivement, ça semble... Tu minimises les efforts, tu récupères les déchets, tu les retransformes et tu revalorises le tout quoi. Voilà ouais. Super. Du coup la terre elle est. Tu vois la terre elle est structurée dessous. Ça nécessite pas un travail du sol puisque c'est grumelleux. À l'intérieur, tu vois, par le travail des racines des plantes. Et là la litière en fait elle va servir de booster. En ferment et en nutriments. Tout en valorisant que des déchets de désherbage. Donc ça se transforme en désherbage utile. Ouais, c'est magique. Ça me permet de virer ces liserons là qui m'emmerdent pour la planche où je vais mettre les bêtes pour l'automne et l'hiver sous serre derrière les carottes. Et du coup les tailles vertes de la vigne elles vont là-dedans. Les fans abîmés, les salades abîmées, c'est eux qui les récupèrent. Et du coup en fait je fais du compostage de surface activé par le tube digestif de l'herbivore. Plutôt que de poser de la matière sur le sol avec plein de risques d'infection liées aux excès de matière organique. Et avec un turnover qui est quand même super long. Quand on le pose sur le sol, là en quelques heures ça se transforme en crottes en fait, qui sont quasi digestes. Mais c'est ça qui est magique quoi. C'est vraiment. T'accélères le turnover à fond quoi. En 2 coulées gros tu vois, c'est-à-dire que ça, ce qu'elles ingèrent, elles vont le chier dans quelques heures. Alors que si je voulais le composter, j'arriverais pas au même résultat de toute façon par compostage que ce que j'ai là. Ouais, tu aurais de la perte en plus. Et en plus il faudrait plusieurs semaines pour arriver à faire quelque chose qui serait jamais équivalent à la digestion de l'animal quoi. Et c'est ça toute la force des animaux à l'intérieur d'un système agricole, c'est que l'animal devient un auxiliaire de culture. À la base c'est un auxiliaire de culture en fait, c'est quelque chose qui permet d'aggrader les paysages pour amener les cultures en place. Et la cerise sur le gâteau c'est la production. La production de laine, de viande, de cuir, de lait. Mais à mon sens, leur première fonction, c'est auxiliaire de culture, quoi. C'est des assistants. Et du coup, je pense que, enfin, j'en sais rien, mais je pense que dans les agricultures traditionnelles, en fait, les animaux n'étaient pas tués jeunes. Certainement, les lapins, ils doivent être tués jeunes, mais après, les autres animaux,
ne pas tuer jeune. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un temps de dressage de l'animal pour qu'il garde bien le parc et tout ça, que tu n'as pas avec les jeunes. Et une fois que tu as une bête qui est compagne, qui fait partie de ta vie, elle se met à être travailleuse comme toi à l'intérieur du système. Ouais. Et du coup, elle sait ce qu'elle a à faire, elle ne cherche pas à sortir des parcs, elle maintient la fertilité, tu ne leur cours pas après. Alors que dès que tu es sur des bêtes jeunes, en fait, c'est à tout ce temps d'élevage qu'il faut remettre en route pour pouvoir les réhabituer aux conditionnalités de la ferme, tu vois. Puis la croissance. Je pense que les bêtes devaient être tuées vieilles, en fait, dans des systèmes traditionnels. Contrairement à nous, aujourd'hui, on les tue jeunes. Parce qu'on cherche qu'à les manger, en fait. On n'utilise pas comme auxiliaire de culture. Dans l'agriculture moderne, en fait, l'animal a été relégué à une production à part entière. Et elle est sortie de cet espace d'auxiliaire de culture. Et du coup, on a optimisé la production en termes de rendement. Et aussi, on a cherché à avoir des viandes qui soient tendres, qui ne soient pas fortes, pour séduire le plus de gens possible. Et du coup, on a tendance à tuer les bêtes jeunes. Donc les parquets, tout ça, ça devient plus complexe. Je suppose, moi je suis pas éleveur, mais je le vois par rapport à l'expérience que j'ai ici, ça me fait réfléchir beaucoup sur ça, quoi. Et du coup, dans le maraîchage, comme je le fais, la fonction des animaux que j'ai introduits pour favoriser la gradation de paysage et créer de la fécondité, quoi, ou de la fertilité, créer un espace fécond qui permet de faire venir les légumes, en fait, ils sont ramenés à être des auxiliaires de culture au même titre qu'une coccinelle, qu'un ver de terre, autre chose. Mais avec beaucoup plus de force et d'impact qu'un ver de terre, une coccinelle sur le paysage, parce que par leur nombre, par leur gestion et puis par leur fonction, quoi. C'est des fonctions digestives hallucinantes. Comme les herbivores. Les herbivores, ils peuvent transformer des aliments qui sont impropres à l'alimentation humaine en quelques heures un aliment gourmand pour eux, quoi. Ils se nourrissent, pas qu'à voir ce qu'ils se nourrissent, la personne en veut. Ils ont déjà fait diminuer le stock. Ah merde. Et de comment il s'appelle, et de bouffe qui est, je veux dire, du liseron, personne en veut. À part les herbivores. Tu prends les brebis, elles adorent le liseron aussi, quoi. Tu vois, les lapins aussi adorent le liseron a priori. Je suppose que si tu as des vaches et des chèvres, ça va être la même chose. Après, il y a une... Le tube digestif, c'est un espace microbien complexe qui est très proche de l'espace microbien des sols. Ah ouais ? Ouais. C'est-à-dire l'inoculation du tube digestif se fait par les ferments du sol. À l'intérieur des animaux et même des humains, en fait. Du coup, les flores microbiennes que tu as à l'intérieur des sols sont des flores lactiques, en grande majorité, sur les sols fertiles, les sols agricoles, pas sur les sols forestiers, quoi, sur les sols agricoles. Et du coup, ces flores lactiques, en fait, tu les retrouves à l'intérieur des tubes digestifs. Et donc, quand tu fais pâturer des animaux in situ, quoi, sur les endroits où tu vas cultiver, comme là les lapins, ou mieux les ruminants, comme les brebis un peu plus loin, en fait, tu impulses dans le sol une inoculation constante de ferments qu'ils ont prélevés dans le sol et qu'ils ont démultipliés à l'intérieur de leur passe et sélectionnés, en fait. D'accord. Puisque tout ce qui est pathogène, en fait, ils vont faire en sorte que ça ne se développe pas dans leur panse pour pas tomber malade, de fait. Et du coup, après s'être nourris de leur bol alimentaire, transformés en microbes, ils rebalancent sur le sol des spores d'une flore qu'ils ont sélectionnée sur le sol qu'ils ont pris. Du coup, si tu es soigné au niveau de la pâture et que tu fais en sorte que les bêtes n'attaquent pas le sol au point de le mettre à nu, donc sur pâture pas, tu vois, et que tes bêtes sont saines et qu'elles ne sont pas chargées d'antibiotiques, qu'elles ne sont pas chargées d'intrants type des tourteaux, des ensilages, tu vois, tous ces aliments qui boostent la productivité de la bête, en fait, qu'elle est nourrie juste à l'herbe, en fait, à l'herbe qui pousse, et que tu gères ta pâture avec intelligence pour sélectionner des flores de qualité, et que ces flores de qualité, tu fais en sorte qu'elles ne se dégradent pas par le surpâturage. Mais progressivement, en fait, la nature microbienne du sol se transforme et s'apparente au tube digestif de la bête qui la pâture. D'accord. Et du coup, tu te retrouves avec des aliments sur la production qui va suivre, qui vont eux-mêmes être couverts de microbiotes qui sont proches des lactiques et tout le reste. Et comme c'est les microbiotes qui permettent à notre organisme de rester en santé,
l'aliment que l'on ingère, non seulement il est vitalisé par le modèle de culture, mais en plus il est porteur de ferments qui vont entretenir au même titre qu'un kéfir, ou qu'un yaourt, ou qu'un fromage, ou qu'une choucroute, que tous ces produits fermentés, un équilibre microbien plutôt favorable à la santé de notre propre corps. D'accord. Ce qui fait qu'on aura non seulement un aliment qui sera nourrissant, mais en plus qui va maintenir un microbiote sain à l'intérieur de notre intestin, et donc il y aura une nature thérapeutique. Et aujourd'hui, l'alimentation ne tient pas compte de ça, elle raisonne qu'en nutriments, et elle n'appréhende pas cette qualité, on va dire, de fermentation. Donc elle ne se préoccupe pas des méthodes de culture que l'on fait en amont, qui souvent peuvent être des méthodes de culture qui dégradent les microbiotes et qui voire même les infectent dans certaines situations par des élevages qui sont mal conduits, type élevage intensif en bâtiment, de poulets, de cochons, de veaux, alimentés avec des aliments dénaturés. Ces animaux se retrouvent avec des flores de mauvaise qualité, qui, pour des soucis d'épandage, ne peuvent pas être répandus tous les jours, doivent être concentrés à l'intérieur de cuves, des cuves à lisier. Ouais. Ces cuves à lisier sont des espaces putrides, dans lesquels on a du mal à gérer les fermentations, d'endroits où déjà on a des germes qui sont de mauvaise qualité. Et après, le plan d'épandage va être à la limite de l'intoxication du lieu en termes de quantité de nutriments. Et donc il va y avoir un apport massif d'une substance nauséeuse, putride et souvent avec une odeur très forte qu'on peut sentir dans les campagnes. Et en fait, cette odeur très forte est caractéristique d'infections microbiennes de pathogènes. D'accord. Du coup, l'exploitant agricole balance ça sur son sol parce qu'il y voit déjà de se débarrasser d'un déchet, et ensuite il y voit que la nature chimique, azote, potasse, phosphore et tous les éléments nutritifs que la plante a priori se nourrit dans la vision matérialiste dans laquelle on est. Et du coup, on se retrouve avec une infection des sols de ferments nauséeux qui font que ça va se répercuter sur les cultures. Donc non seulement les cultures vont être plus sensibles à des infections eux-mêmes, à des maladies cryptogamiques et autres, et en plus, ces aliments vont se retrouver couverts de pathogènes qui vont ensuite se retrouver dans l'assiette, dans notre assiette. Et du coup, c'est comme ça que tout doucement on arrive à des systèmes d'hygiène très forts en transformation laitière et autres, parce qu'en fait le lait produit par ces bêtes est couvert de ces germes, et du coup à la cave, si tu pasteurises pas et que tu réinocules pas avec des ferments, il y a des grandes chances que ton fromage éclate, il pourrisse. Que tu n'auras pas sur des systèmes plus traditionnels dans lesquels l'animal est un auxiliaire, où le paysan il est dans une logique d'aggradation du lieu, il crée de la fécondité, alors souvent d'une manière empirique, et pas forcément d'une manière analytique, mais après quand tu l'analyses tu retrouves que c'était hyper intelligent, dans lequel en fait il y a une forte proportion de lactique à l'intérieur du lait, et du coup le lait en fait naturellement il va se transformer en yaourt dans certaines conditions, et sûrement qu'à l'origine les fromages qui ont été fabriqués, toutes les préparations fermentées qui ont été fabriquées, les aliments étaient d'une telle santé microbienne et énergétique qu'en fait, d'une manière certainement aléatoire, ils se sont transformés en yaourt ou en fromage. Alors qu'aujourd'hui, si tu appliques cette même pratique sur les transformations laitières, il y a des grandes chances que tu te retrouves avec un truc putride, puant. Et si tu n'as pas des conditions d'hygiène très fortes autour du lait, tu vas te retrouver avec un truc à pourrir. Et sur la viande, pareil. La viande va avoir du mal à sécher, elle va pourrir, et tout va être comme ça. Et c'est parce qu'en fait, tu as une infection du système qui est faite par des productions qui sont nauséeuses, dans lequel en fait, on impulse dans le sol des intrants de germes. Et on peut retrouver exactement ces mêmes choses sur les apports massifs de matière organique dans les sols, ou par souci de faire apparaître beaucoup de nécrophages dans le sol, type cloporte, vers de terre et autre chose, qui vont ingérer ça, parce qu'on se sert que de ça comme indice de mesure du vivant, alors qu'en fait c'est juste on mesure la proportion de nécrophage à l'intérieur d'un système vivant, et du coup ça n'a pas pour fonction de dire si le milieu est vivant, parce que la vie c'est plus complexe que juste observer des vers de terre, des cloportes ou des champignons ou des moisissures. C'est pas ça la vie c'est un grand mystère, on ne sait pas ce que c'est le vivant en fait, fondamentalement. Et du coup on observe sur des sols dans lesquels on les a assommés de matière organique toute venante,
en fait des proliférations de moisissures, de flore, qui sont visibles à l'œil, pas parce qu'on peut les mesurer, mais par leurs conséquences, par des apparitions de limaces en grande quantité, qui en fait évoluent dans des milieux comme ça en fait. Elles évoluent dans des milieux putrides. Tu les retrouves les limaces à l'intérieur d'endroits où, si tu abandonnes un tas de compost, tu vois, admettons tu as un tas de compost qui traîne là, pof, par terre, que tu n'as pas travaillé comme du compost, donc souvent par exemple les déchets de cuisine qui se sont asphyxiés, que tu laisses en bordure, il fait un temps comme aujourd'hui, pluvieux, humide, ça a commencé à se putréfier, pas à se décomposer ou à fermenter, ça se putréfie, et là tu as une prolifération de limaces qui viennent manger les déchets, quoi. Mais ça en fait, si on poussait le geste et qu'on allait mesurer les flores microbiennes qu'on a à l'intérieur, on est loin de lactique, il y a de grandes chances. Oui. On va se retrouver sur des moisissures, des champignons saprophytes, et tous ces acteurs de la vie, parce que c'est quand même des êtres vivants, hein, en fait, ils ne sont pas les témoins d'un système favorable à une agriculture de santé. Au contraire. D'accord. Donc si tu commences à avoir un système dans lequel le seul moyen de mettre en place tes cultures, c'est de balancer du tulimace, tu vois, comme ils de sluxer, en fait, c'est que tu n'es pas dans un système qui est conduit vers une agriculture, une alimentation de qualité. Tu as une alimentation qui doit être remplie de germes dégueulasses. Et après, l'autre manière dont on va pouvoir mesurer la dégradation du lieu, ben ça va être comme ici, par exemple, sur cet espace-là, qui a été conduit avec des matières organiques en abondance, tu vois, là où on est, et que j'essaie juste à côté de rééquilibrer avec de la prairie pâturée pour pouvoir essayer de le remettre en état, tu vois, l'endroit juste à côté. Ouais. Mais on va pouvoir voir apparaître des liserons, des chardons, des rumex, des orties, tu vois. Ouais. Tout ça, ça témoigne en fait d'une gestion qui a été maladroite à un moment donné par un excès de matière organique. Alors effectivement, si je vais gratter le sol, je vais trouver du ver de terre, je vais trouver du cloporte, je vais trouver des indices qui, quand j'ai une vision, on va dire, très partisane, vont me faire croire que mon sol est vivant. Mais si j'ai une vision plus objective, je vais me rendre compte qu'en fait, la flore spontanée qui se dégage à cet endroit-là est une flore de réparation, en fait. C'est une flore qui apparaît dans des milieux qui sont dégradés. Le rumex, par exemple, on va l'avoir en sortie d'étable, à un endroit où les bêtes sont en attente de rentrer à l'étable ou de rentrer à la laiterie, tu vois, à l'endroit où les traits. Et du coup, elles piétinent à cet endroit-là pendant des heures, il peut pleuvoir, ça se tasse, et du coup, elles font leur bouse en quantité, leurs excréments en quantité à cet endroit-là. Et généralement, à cet endroit-là, quand les bêtes ne sont pas toujours là en train de labourer, que ça s'arrête, et que l'herbe se remet à repousser, puisque la bête n'empêche plus de pousser l'herbe, ben, une des plantes majeures qui va apparaître là, c'est le rumex. Okay. Et donc le rumex, c'est l'indice d'un excès de matière organique en putréfaction et d'une forte proportion d'azote qui n'arrive pas à aboutir, quoi. L'azote, son cycle, c'est d'arriver à faire de la protéine, ou la protéine arriver à faire de l'ammoniac, quoi. Ouais. Tu vois. Et bien à un moment donné, il y a différents stades nitrate et nitrite, et elle n'arrive pas à faire son cycle en fait, elle se bloque sur le stade nitrite en fait. Et le nitrite, c'est un élément hyper instable, très polluant, qui peut partir avec l'eau parce qu'en fait il a du mal à se fixer sur un plan charge chimique, il va se retrouver, se promener à droite et à gauche. Et il va en plus avoir une certaine solubilité qui va pouvoir passer la membrane cellulaire racinaire et pénétrer à l'intérieur de la plante sans que la plante veuille l'accueillir vraiment, sous forme d'osmose. Et la plante, tant bien que mal, va essayer de l'assimiler, mais elle va être très maladroite pour l'assimiler. On va se retrouver avec une croissance qui va apparaître sur la plante, parce qu'il y a de l'azote, mais on va se retrouver dans la sève avec des nitrites. D'accord. Donc en plus d'avoir une flore microbienne qui est certainement liée sur de la moisissure, du pathogène et autre chose, qui peuvent se retrouver sur la feuille, on va en plus se retrouver dans la sève des nitrites qui sont cancérigènes, quoi. Et qui sont un élément qui normalement on ne peut pas vendre un aliment où il y a des nitrites, normalement, enfin je crois, du moins j'espère, en tous les cas, j'espère qu'il y a une réglementation là-dessus, quoi. Et du coup, c'est là qu'on peut se rendre compte qu'en fait, des apports massifs de matière organique répétés sur un sol, qui est plus en capacité d'assimiler pour des raisons soit génétiques qui vont être une texture légère, une faible proportion de carbonate à l'intérieur du sol, soit parce qu'il y a une conditionnalité d'hydromorphie, parce que le sol est hydromorphe, il ne peut pas le truc, soit parce qu'on a un contexte très froid à l'intérieur de l'endroit. Ben cet endroit, en fait, il va se retrouver peut-être avec une certaine forme de croissance à l'intérieur, qui
qui, pour y arriver, on va être obligé de lutter contre le liseron, le chardon et tout le reste. Et donc là, la technique en maraîchage de petite taille, c'est de poser des bâches. Oui. La bâche va tuer ces plantes-là. Et les autres plantes vont quand même pousser dans un endroit où il y a une forte minéralisation, puis il y a assez de matière organique. Donc on va être sur de la chimie détournée en fait. On est sur une agriculture chimique mais détournée, et pas une agriculture du vivant en fait. Parce qu'en fait, on va apporter de l'azote en quantité dans le système, et l'azote va favoriser une croissance exubérante. Et après, si les conditions sont favorables, excès d'humidité, un peu de froid, un peu de fraîcheur, donc admettons le printemps, donc on a les limaces, c'est leur temps pour évoluer, mais à ce moment-là, tu vas te retrouver avec beaucoup de limaces qui vont manger tes cultures sur la bâche, et pour faire face à ça, on va balancer 15 jours avant de poser la bâche, du slux, ou enfin le slux c'est la marque, je ne sais plus comment ça s'appelle, du ferramol. Et du coup le ferramol va faire un vrai génocide sur tous les mollusques, donc escargots, limaces. Et du coup, forcément, quand on va mettre la plante, le temps que ces animaux renvahissent l'endroit par reproduction avant un délai, ça pourrait être le délai suffisant pour que la plante soit assez adulte pour être récoltée, quoi. Et du coup, on voit aujourd'hui se mettre en place à l'intérieur des systèmes de maraîchage, des systèmes type maraîchage parisien. En fait, on récupère tous les déchets de l'industrie. À l'époque, ils récupéraient toutes les ordures de Paris. Donc les poubelles, les fientes humaines, puisqu'ils balançaient leur merde dans la rue. Donc les paysans fumaient leur rue, quoi. Ils paillaient, ils récupéraient tous les fumiers animaux qui étaient en masse. Et du coup, ils apportaient ça en masse sur les terrains, ils travaillaient le sol pour minéraliser, et puis ils avaient des légumes en quantité importante. Aujourd'hui, comme on a le plastique et les bâches plastiques, on fait la même chose. On balance en masse les déchets de l'industrie. On est toujours dans le même système, c'est-à-dire que tout ce que l'industrie ne veut pas, elle est contente. Les tontes de gazon, les branchages, les machins, ils ne savent pas quoi en foutre parce que l'Europe impose une réglementation de compostage, donc ils sont super contents que les gens récupèrent ça. C'est une manne gratuite qui arrive sur le terrain. On balance ça d'une manière copieuse sur les sols, et après on a ce genre de résultat, c'est-à-dire on a un sol qui se structure sur les 5-10 premiers centimètres, il est compact en profondeur, importance d'azote, liseron qui apparaît. Chardon, blocage en phosphore, rumex, excès en nitrite, ortie, excès en nitrate, là-bas. Là, ici, on a la panoplie de ce qu'il ne faut pas faire si on veut aller vers des systèmes vivants.